Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de notre webconférence spéciale Covid-19. Je suis donc Régis, je vous assisterai sur le chat aujourd'hui. Je suis accompagné de Aude Ferrari, juriste en droit social, et Nathalie Menoir, expert comptable, toutes deux au sein d'Amaris Group. On va démarrer la conférence dans quelques instants. Je rappelle les consignes d'usage. De préférence, utilisez l'onglet questions, s'il vous plaît, pour vos questions. Le chat pour tout le reste. Pas de nouvelles confs prévues pour l'instant cette semaine, mais on reste bien entendu en veille. Il y a des choses qui vont sans doute se passer cette semaine, donc on reprogrammera sans doute un événement rapidement. Vous serez informés. Comme d'habitude, le replay est accessible dès la fin de l'événement. Et sur ce, je vous donne la main. Je pense qu'il est quasiment 17h30. Donc Aude, Nathalie, je vous laisse la main. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous et merci de votre participation aujourd'hui. Alors oui, par rapport aux webconférences qu'on a tenues fin de semaine dernière, eh bien l'idée c'est de reprendre ensemble les mesures économiques et sociales qui ont été annoncées et puis repasser ensemble également sur l'actualité du week-end. Alors, pour commencer, on va un petit peu échanger directement avec Aude et reclarifier un petit peu les choses concernant les mesures qui ont été annoncées par rapport aux établissements qui doivent être obligatoirement fermés. Donc, je sais pas si Aude, est-ce que tu peux préciser un petit peu les choses? Ce sont des questions qui sont revenues assez régulièrement. Alors oui, bonjour à tous. Alors effectivement, donc par arrêté, une liste d'entreprises avait pour obligation donc de fermer à compter du samedi 14 au soir. Donc cela concerne tout ce qui est salle d'audition, de conférences, de réunions, spectacles. Le but étant d'éviter des organisations massives, de la concentration de public. Donc tous les commerces non alimentaires avaient l'obligation donc de fermer. Cela concernait également donc tout ce qui est restaurants et bars. Petite précision pour les restaurants, il leur est ouvert la faculté de rester ouverts, non pas pour accueillir du public, mais pour assurer de la livraison et de la vente à emporter. Tout ce qui est salle de danse, salle de jeu, bibliothèque, salle d'exposition, établissements sportifs et musées sont également fermés. Donc, la liste a été clairement dressée par arrêté et disponible sur le site du gouvernement si vous avez un doute. Vous pouvez aussi nous contacter voilà, si vous avez des questions par rapport à votre activité et si elle peut être maintenue. Je sais qu'il y a eu une polémique notamment sur les magasins de vapotage, puisque les bureaux de tabac, eux, avaient la possibilité de rester ouverts et se poser la question des magasins de vape pour savoir s'ils pouvaient bénéficier de cette dérogation aussi, et ils ont obtenu gain de cause. Voilà, c'était la petite information là-dessus. Au niveau de… Oui, alors peut-être que tu voulais réenchaîner sur tout ce qui était BTP. Oui, alors notamment puisque vous avez certainement suivi un petit peu l'actualité, ça a été un petit peu tendu, je dirais, entre l'ACAPEB, la FFB, qui sont les deux organisations patronales représentatives de la branche du bâtiment avec le gouvernement, en l'occurrence avec notre ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Donc là, c'est vrai que ces deux fédérations ont demandé à leurs adhérents d'arrêter tous les chantiers puisque ils estimaient que les salariés n'étaient pas non plus dans des conditions de sécurité optimales pour pouvoir permettre la continuité de l'activité. Ce à quoi Muriel Pénicaud a répondu que les activités du bâtiment étaient nécessaires à l'économie du pays et qu'il fallait que les chantiers reprennent. Donc, il y a eu des lourdes négociations entre le gouvernement et les fédérations de la CAPEB et de la FFB qui ont abouti à la conclusion suivante, à savoir les chantiers doivent réouvrir. Néanmoins, vous devez vous assurer, si vous êtes entrepreneur du BTP, que vos salariés disposent bien des moyens pour se protéger
Et ça, c'est une question un petit peu plus compliquée. D'ailleurs, puisque je vous invite notamment à vous rapprocher de vos médecins du travail. Alors pour tout secteur d'activité confondu, n'hésitez pas à vous rapprocher des médecins du travail par rapport à ces consignes de sécurité quand il y a maintien d'activité, mais particulièrement pour le bâtiment, vous avez l'AMEBAT qui est à même de vous répondre sur les mesures que vous pouvez mettre en place. Alors, le gouvernement s'est quand même engagé à répondre de façon favorable aux demandes d'activité partielle du bâtiment si toutes ces conditions ne sont pas réunies. Néanmoins, on n'a pas vraiment de précision sur les modalités d'octroi de ces demandes d'activité partielle. Donc, on va quand même conseiller à nos clients de rester vigilants sur les dossiers de demande d'activité partielle. D'accord. Régis, changer les diapos, s'il te plaît. On a une question sur les salles de formation. Est-ce que les salles de formation aussi sont concernées par rapport aux fermetures? Alors, normalement, les centres de formation doivent pouvoir organiser plutôt des visioconférences, d'organiser leur formation en e-learning par tout autre moyen permettant d'éviter le contact avec le public. En fait, le vrai leitmotiv en fait, de l'État, c'est de limiter tout contact. C'est que quelque part, les activités, hormis la liste que nous avons dressée tout à l'heure, toutes les autres activités doivent continuer. Mais voilà, organiser la sécurité, éviter l'accueil du public, favoriser un maximum le télétravail. Alors, bien évidemment, ce n'est pas toujours possible, notamment dans le cas de la formation. Mais voilà, chaque centre doit pouvoir essayer de s'organiser ou sinon suspendre et reporter ses cours. Okay. Si ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est ce que tu as rappelé, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir une poursuite d'activité pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, qu'un guide de bonne pratique devrait être diffusé prochainement. Pour l'instant, comme tu dis, rien n'est passé. Et par contre, ça va être, les entreprises ne vont pas être concernées de la même manière en fonction des travaux et des chantiers qu'ils exécutent. Exactement. Alors, petite précision aussi que je pourrais apporter sur l'activité partielle. C'est vrai que sur des chantiers, vous avez des difficultés d'approvisionnement, des maîtres d'œuvre qui maintiennent la fermeture des chantiers ou que votre effectif salarié ne permet pas de garantir le suivi des chantiers dans des bonnes conditions. Vous avez néanmoins la possibilité d'avoir recours au chômage partiel. Il faut le savoir. D'accord. Sur la slide suivante, on vous a remis, merci, les obligations des employeurs. Vous trouverez toutes les informations sur gouvernement.fr info-coronavirus. Donc, on a repris les 4 grands éléments. C'est ce que tu as rappelé tout à l'heure, Aude, avoir vraiment une obligation de protection de la santé de ses employés. Bien organiser le travail et reporter les déplacements professionnels si possible, éviter les contacts étroits et mettre en place d'autres formes de travail type télétravail. Par contre, effectivement, on a entendu ce week-end tout ce qui concernait la modification des dates de congés payés. Alors, petit rappel par rapport à ça. Donc, le projet de loi qui a été voté ce week-end, qui est en attente de publication et qui va être complété par voie d'ordonnance et de décret, prévoit notamment la possibilité pour l'employeur d'imposer la prise de congés payés jusqu'à 6 jours. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez des salariés qui ont déjà posé des congés, vous avez la possibilité de les avancer de façon à repousser l'activité partielle. Et si ce n'est pas le cas, si aucun congé n'a été posé, tant que cette loi ne sera pas passée par voie d'ordonnance, vous ne pouvez pas imposer la prise de congé à vos salariés, mais vous pourrez le faire dans la limite de 6 jours, une fois cette loi validée par ordonnance. D'accord. Merci. On va reprendre maintenant la suite sur les mesures économiques qui ont été annoncées.
Donc Régis, merci, parfait. Et on voulait vous rappeler tout ce qui a été un petit peu annoncé cette dernière semaine, notamment toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour préserver le plus possible, c'est vraiment le maître mot, préserver le plus possible votre trésorerie et peut-être prioriser un petit peu vos décaissements. Alors dans un premier temps, il est rappelé que vous avez la possibilité de reporter tout ce qui est paiement de cotisations sociales. Donc il suffit d'en faire la demande. Il faut tout de même télédéclarer les DSN donc tous les mois, continuer à bien faire les déclarations. Ce qui concerne les travailleurs salariés. Par contre, si vous êtes indépendant, vous êtes peut-être déjà aperçu que le paiement des cotisations sociales qui devaient être prélevées au 20 mars n'a pas eu lieu. Donc, il a été décidé par la SSI de toute manière de reporter l'échéance de ce mois-ci et peut-être l'échéance du mois prochain et de lisser ce montant qui n'a pas été payé sur les prochaines. Donc ça, c'est une première chose. Les caisses de retraite au niveau des indépendants ont pour la plupart décidé des mêmes mesures. Et en ce qui concerne le report des cotisations sociales, on précise qu'il s'agit à la fois des cotisations salariales et des cotisations patronales. Alors, une question qui nous est souvent posée, c'est qu'en est-il pour la prévoyance et la mutuelle ? Alors oui, justement, ce report de cotisation, donc on peut le faire sur les cotisations d'URSSAF et de retraite pour les salariés. Par contre, pour tout ce qui est prévoyance et mutuelle, pour notre part, on déconseille le report de ces cotisations puisque vous risquez la suspension des garanties. Donc, les garanties de prévoyance, c'est souvent les compléments de salaire pour des avec des arrêts maladie de longue durée, des invalidités, des sèches. Les mutuelles, c'est les compléments par rapport au remboursement de soins. Donc, voilà, rapprochez-vous directement de vos organismes assureurs pour ce qui est prévoyance et mutuelle pour savoir si c'est possible de reporter sans suspendre les garanties si vous ne pouvez pas payer ces cotisations-là. Autre mesure possible, tout ce qui est demande de report pour vos cotisations, pour tout ce qui concerne, les impôts. Donc, les impôts directs, impôts sur les sociétés, taxes sur les salaires, cotisations foncières et puis tout ce qui est cotisation foncière des entreprises et taxes foncières. Attention, je rappelle que en ce qui concerne la TVA, elle n'est pas considérée comme un impôt direct, mais comme un impôt indirect. Donc, vous êtes toujours dans l'obligation de la déclarer ce mois-ci. Toutefois, il est possible, dans une certaine mesure, si vous éprouvez des difficultés de trésorerie, d'effectuer la télédéclaration et d'indiquer un montant différent, mais de faire de manière simultanée un courrier pour demander l'étalement de cette dette. Le service des impôts s'est également engagé à accélérer la procédure des demandes de remboursement, aussi bien pour les remboursements de TVA que les crédits d'impôt. Autre mesure également, c'est le soutien des banques. Vous avez peut-être déjà été contacté par votre banque, ou en tout cas, vous pouvez en faire la démarche pour rééchelonner les crédits bancaires. Donc, possibilité d'avoir un report, que ce soit de 2, 3 ou 6 mois des remboursements de crédits actuels. Possibilité également qu'elle vous propose des crédits pour vous donner un petit peu un souffle et pour vos besoins de trésorerie ponctuels. Elles permettent également des découvertes et tout ça en théorie en évitant tout ce qui est pénalité et en limitant tous les coûts additionnels. Ce qui a été transmis comme information de la part du gouvernement pour les banques, c'est de faire preuve de souplesse et d'être aux côtés des entreprises. On vous avait également informé sur la possibilité de demander auprès de la BPI France sur le site. La BPI France a mis en place un prêt à tout
un prêt à tout pour les entreprises. Donc, il y a quelques conditions à remplir, hein, que l'entreprise TPE, PME soit en exercice depuis 12 mois et ensuite elle peut demander donc un crédit. Alors le montant fluctue en fonction de votre demande et puis la durée, l'amortissement et les conditions financières sont à voir au cas par cas. Donc voilà en ce qui concerne la banque. Autre point, et ça a suscité beaucoup de questions de votre part, c'est, alors pas encore Régis, je veux bien que tu reviennes sur la slide d'avant, s'il te plaît. Merci. Il y a encore deux petites choses avant de parler de tout ce qui est suspension des loyers. C'est l'aide exceptionnelle de 1 500 €. Donc ça a été une annonce qui a été faite semaine dernière. Et pour l'instant, alors les conditions qui ont été données par le gouvernement sont celles-ci, c'est-à-dire que c'est une aide qui serait versée pour les TPE, les indépendants et les micro-entrepreneurs. Donc, peu importe la forme juridique que vous avez, hein, c'est vraiment au sens large. Maintenant, les conditions sont les suivantes, c'est que vous ayez eu l'obligation de fermer votre entreprise. Donc, on a revu ensemble avant les établissements concernés, ou alors que votre chiffre d'affaires est diminué d'au moins 70% sur ce mois-ci en comparaison du mois de l'an dernier. Alors, si vous êtes une entreprise nouvelle, eh bien, il faudra comparer ce chiffre d'affaires au mois précédent. Pour l'instant, difficile de vous en dire beaucoup plus, hormis que le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 1 million, en tout cas pour les entreprises qui demanderont cette aide, et que cela doit être une entreprise dont l'activité est principale et non pas une activité secondaire. Pour l'instant, la déclaration n'a pas encore été mise en ligne par la DGFiP, parce que c'est sur ce site qu'il faudra faire cette déclaration-là. Elle ne sera en théorie accessible qu'à partir du 31 mars. Voilà en ce qui concerne l'aide exceptionnelle de 1 500 €. Et il existe également d'autres aides pour les statuts TNS qu'on voudrait quand même vous rappeler et donc que vous pouvez trouver sur le site de la SSI et en faire la demande. Donc, encore une fois, c'est sous condition et ça permet de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de vos cotisations. Donc, c'est soit l'aide aux cotisants en difficulté ou l'aide financière exceptionnelle. Donc, il y a un formulaire à remplir, des justificatifs à transmettre, mais ce sont des aides qui existent. Alors, pour les suspensions de loyer, c'est une mesure qui a été également annoncée par le gouvernement, donc possibilité de suspendre les loyers et les factures. Alors, les factures EDF, il n'y a pas eu beaucoup d'autres annonces de fait que celle-ci. C'est-à-dire que c'est au cas par cas. Si vous n'avez pas de problème de trésorerie et que vous avez la possibilité de poursuivre votre activité, il n'est pas nécessaire de suspendre ces paiements-là. Au contraire, c'est uniquement pour soulager la trésorerie actuelle et c'est vraiment au cas par cas. Ne bloquons pas notre économie surtout. Donc, vous pouvez très bien faire une demande de report si vous en éprouvez le besoin. Donc, c'est une demande qui est amiable, qui est directement auprès des bailleurs. Donc, on a mis sur notre site un exemple de courrier dont vous pouvez vous inspirer pour en faire la demande. Donc, ça, c'est une mesure qui peut être faite. Par contre, une des questions qui nous a été posée lors des derniers webinaires, c'est que vous pouvez également connaître une naissance de conflit si un de vos clients refuse de vous payer. Alors, on a mis ici un site, donc médiateur des entreprises, qui peut vous aider qui vous donne des conseils pour vous rapprocher auprès de vos clients si vous étiez en conflit et pour dénouer cela.
encore deux petites choses sur les mesures économiques. Donc, Régis, si tu veux bien passer à la suivante, parce que j'ai pas la main. Merci. Les assurances, on en a parlé à deux reprises. On est encore un petit peu, on marche un petit peu encore sur des œufs, puisque pour l'instant, un grand nombre de compagnies d'assurance ne couvrent pas le risque des épidémies et pandémies. D'accord, elle couvre les risques de catastrophes naturelles, mais pas celles de catastrophes sanitaires. Donc, ça fait encore l'objet de discussions entre l'État et les assureurs afin de voir de quelle mesure une prise en charge pourrait être possible. Aude, je sais que tu voulais rajouter quelque chose en ce qui concernait les assurances. Voilà, c'était juste une petite précision parce que en fait, c'est à l'État de décréter ce qui est normalement une catastrophe naturelle qui permet justement le déblocage des fonds par les assurances. Donc là, effectivement, comme tu l'as rappelé, il y a des négociations qui sont en cours entre l'État et les assureurs, mais tant qu'on n'a pas cette officialisation de l'État, malheureusement, on ne peut pas prétendre à une aide de nos assureurs sur le sujet. D'accord. Et dernière chose aussi, alors c'est vrai que chez ECL et Amaris, nous sommes géographiquement implantés en Pays de Loire. Hein. Régis, c'est la slide qui suit. Merci. Je voulais quand même vous inviter à vous renseigner sur votre région. Il peut et il va y avoir en théorie un grand nombre de mesures régionales pour accompagner justement les entreprises et les entrepreneurs hein, dans cette situation. Je voulais juste vous montrer en exemple dans le Pays de Loire les mesures qui ont été prises, hein, c'est-à-dire que des fonds ont pu être octroyés pour permettre de mettre en place des dispositifs de subvention, la création de prêts rebonds à taux zéro et également de reporter des avances remboursables qui avaient été accordées par la région. Donc, je vous invite à aller voir sur les sites de vos régions respectives pour voir quelles mesures pourraient être prises et qui pourraient également vous accompagner ou à la CCI également. Voilà en ce qui concernait les mesures économiques. Aude, maintenant, je vais vraiment te laisser parler sur les mesures sociales. Merci. Merci Nathalie. Alors, du coup, un petit rappel par rapport à ce que je disais au début de ce webinaire. Effectivement, l'activité est arrêtée pour une certaine liste de commerces dont on a dressé la liste au tout début de ce webinaire. Pour les autres, l'activité continue. Priorité est faite au télétravail. Maintenant, on sait pertinemment que le télétravail n'est pas toujours possible, hein, puisque certains postes ne le permettent pas tout simplement. Dans ce cas, en tant qu'employeur, pensez à bien fournir à vos salariés les attestations pour se déplacer sur le lieu de travail. Voilà, donc c'était important de préciser. Ensuite, je vais revenir beaucoup plus en détail sur l'activité partielle qui risque en plus d'évoluer dans les jours à venir. Mais pour mémoire, l'activité partielle est un dispositif qui n'est éligible qu'aux salariés. Donc, c'est-à-dire que les TNS ne peuvent pas en bénéficier. Les mandataires sociaux qui ne cumulent pas leur mandat social avec un vrai contrat de travail, c'est-à-dire en cotisant au chômage validé par Pôle emploi, ne peuvent pas en bénéficier non plus. Néanmoins, si vous êtes TNS ou mandataire social, vous pouvez bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale en déclarant un arrêt de travail. Bien entendu, il y a des conditions à remplir. Hein, pour cela, vous devez avoir un enfant de moins de 16 ans à votre charge et vous devez vous assurer que votre conjoint n'a pas, ou l'autre parent n'a pas bénéficié du même arrêt pour garder les enfants, puisqu'on ne peut pas cumuler deux arrêts de travail pour les deux parents de façon simultanée. On peut faire une alternance. Cet arrêt est d'une durée de 20 jours, 20 ou 21, excusez-moi, j'ai un petit doute à vérifier. Voilà, en tout cas, vous pouvez en bénéficier. Il faut simplement aller sur le site d'Amélie pour pouvoir déclarer cet arrêt. Donc maintenant, je vais revenir surtout sur l'activité partielle, parce qu'on a entendu beaucoup de choses ces derniers jours. Comme on l'expliquait un petit peu en préambule,
il y a eu un petit peu des retours en arrière, des précisions du gouvernement parce qu'on était tous un petit peu dans le flou parce que d'un côté, on doit être confiné, on exige qu'on reste chez nous, ce qui dans cet état de crise sanitaire. Et d'un autre côté, beaucoup de salariés ou même d'entreprises ne comprennent pas que l'activité puisse être maintenue, puisqu'on a du mal en fait à garantir à nos salariés la sécurité liée à ces déplacements professionnels. Donc, c'est toute la difficulté est là. Maintenant, le gouvernement souhaite qu'on booste aussi l'économie, qu'on garde cette économie et qu'on ne soit pas un ralentissement total de l'activité. Il y a beaucoup d'activités qui sont nécessaires à la vie du pays. Voilà. Donc, au niveau de l'activité partielle, je vais un petit peu reprendre simplement le qui, quoi, comment. Voilà, donc qui peut en bénéficier? Donc, comme j'ai expliqué, donc ce sont donc les salariés de l'entreprise, donc les salariés en CDI, en CDD. Petite précision, si vous embauchez du personnel, vous aviez prévu d'embaucher quelqu'un au mois de mars, bien évidemment, vous n'aviez pas forcément anticipé cette crise et que vous êtes dans une situation où il faut mettre en place l'activité partielle, la personne que vous avez embauchée peut directement bénéficier de l'activité partielle. Donc, n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Pareil, si vous avez embauché un CDD pour surcroît d'activité qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui compte tenu des circonstances, ne rompez pas le CDD pour force majeure. Cela vous coûte très cher puisqu'il faudrait indemniser le salarié sur toute la durée de son CDD. Donc, c'est-à-dire indemniser les salaires qu'il n'aurait pas eu du fait de la rupture immédiate de son contrat de travail. Donc là encore, il vaut mieux le déclarer en activité partielle. Il y a des petites spécificités puisque certaines catégories de salariés ne peuvent pas bénéficier d'activité partielle. Ça va être le cas, par exemple, des salariés détachés. Pour les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, il faut voir avec l'école si les cours sont maintenus ou pas pour savoir si vous pouvez, si l'activité partielle doit être déclarée sur toute la période ou uniquement sur les périodes en entreprise. Voilà, c'est très important. Donc, vous devez avoir l'information des écoles. Si vous avez des stagiaires, les stagiaires n'étant pas des salariés ne sont pas éligibles au chômage partiel. Donc, soit vous pouvez faire continuer la convention de stage dans des conditions de télétravail et dans ces cas-là, pas de souci. Soit vous ne pouvez pas parce que les conditions ne le permettent pas ou le télétravail n'est pas possible. Auquel cas, rapprochez-vous de l'école pour rompre la convention de stage ou la reporter à une date ultérieure, une fois cette crise sanitaire passée, donc d'ici quelques mois. Voilà, petite particularité pour les salariés en forfait jour. Si vous avez des salariés dans ce cas-là, aujourd'hui, dans les textes, il est prévu que seuls les salariés en forfait jour peuvent bénéficier d'une activité partielle totale, mais ne peuvent pas bénéficier d'une activité partielle, c'est-à-dire à temps partiel. Aujourd'hui, on ne peut pas dire pour un forfait jour qu'il va continuer à travailler à 50%. Pourquoi initialement? Parce qu'il n'y a pas de décompte de la durée du travail en heures. Néanmoins, cela va changer puisque dans le cadre du projet de loi d'urgence et du décret dont on attend la publication dans les jours à venir, des précisions vont être faites pour assouplir certaines règles, y compris cette faculté de pouvoir faire du chômage partiel à temps partiel pour les salariés en forfait jour. Donc, bien évidemment, je vais vous annoncer plusieurs choses qui sont prévues dans le décret. Je vais vous préciser à chaque fois qu'est-ce qui est valable aujourd'hui et qu'est-ce qui devrait être modifié via la publication de ce décret, mais on vous tiendra au courant une fois la publication officielle. Pour le moment, il faut vraiment tenir compte de ce qui est prévu par les textes actuellement. Donc ça, c'était pour le qui. Alors, quoi? Donc l'activité partielle, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'une entreprise soit diminue son activité ou ferme un de ses établissements. Et pour cela, donc le dispositif d'activité partielle permet de maintenir le salaire des salariés à hauteur de 70% du brut, donc soit 84% du net. Vous maintenez ce salaire-là pendant ce temps-là et l'État vous reverse une allocation pour couvrir ce chômage partiel. Le chômage partiel est limité aujourd'hui à 1000 heures par an et par salarié.
Il peut être mis en place de deux façons, soit par un chômage total, c'est-à-dire un arrêt total des activités, soit par un chômage partiel, à temps partiel, avec un maintien partiel de l'activité. On peut aussi raisonner par service dans une entreprise. On peut très bien avoir aujourd'hui un service commercial qui ne fonctionne plus et qui nécessite un arrêt total, un chômage partiel à 100%, et avoir une activité de pause ou autre qui continue parce qu'il reste des chantiers en cours ou des choses en cours avec un maintien d'activité à 50%. Donc, comment ça se passe? En fait, on fait une déclaration directement sur le site Activité. Quand vous faites cette déclaration, vous recevez du coup un mot de passe. Vous allez recevoir exactement même plusieurs mails voilà, pour confirmer votre inscription. Et ensuite, vous allez devoir déclarer donc le motif de recours au chômage partiel, le nombre de salariés qui sont concernés par le chômage partiel et la durée prévisible du chômage partiel. Donc, au niveau de la durée prévisible, nous, on conseille de partir sur le 31 mai. Déjà, on a un petit peu comme information de source sûre que les écoles et centres d'accueil de loisirs vont être fermés jusqu'à début mai, donc à l'issue des vacances scolaires. Donc déjà, ça laisse peu de perspectives d'ouverture, de réouverture des activités avant cette date. Donc, on préconise de faire cette demande, voilà, de façon anticipée jusqu'au 31 mai. Ensuite, par rapport aux motifs, c'est là où on incite nos clients à être très, très vigilants sur la description du motif, puisque le seul fait du Covid-19 ne permet pas de justifier la mise en œuvre de l'activité partielle. Alors, bien évidemment, pour les établissements qui sont les entreprises qui sont fermées, toujours par rapport à cette liste qu'on a évoquée au tout début du webinaire, il y aura de l'activité partielle quelque part de droit. Maintenant, pour tous les autres, comme il y a normalement une continuation d'activité avec du télétravail et des mesures de sécurité pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, par principe, il doit y avoir une continuation d'activité. Donc, il va falloir être très fin dans la justification des motifs. Donc, vraiment de la perte de commande, un défaut d'approvisionnement, un nombre de salariés présents insuffisant pour continuer l'activité, s'il y a beaucoup de salariés en arrêt de travail pour garde d'enfants. Donc, il faut voilà, bien réfléchir à toutes les situations, tout ce que vous vivez et qui nécessite le recours à cette activité partielle, bien le motiver pour vous assurer une acceptation. Aujourd'hui, l'instruction du dossier est de 15 jours dans les textes. Elle va passer avec le décret à 48 heures. D'ailleurs, on a eu quelques cas de demande où on nous a enfin accusé réception de la demande d'activité partielle en nous précisant qu'à défaut de réponse dans 48 heures, le dossier était présumé accepté. Donc, c'est bon signe, ça avance. Mais voilà, on voulait vraiment vous sensibiliser sur les motifs. Voilà, bien pouvoir le justifier. Un autre motif qui peut être aussi pris en considération, c'est l'impossibilité pour vous de mettre en œuvre la sécurité optimale de vos salariés. On sait qu'en ce moment, il y a des pénuries de masques, de gel hydroalcoolique. Tout ça rend aussi compliqué pour les entreprises de faire face à la protection de leurs salariés. Et si vous estimez qu'il n'est pas possible de garantir cette sécurité-là, ça fait aussi partie des motifs qui peuvent être invoqués, mais qui doivent néanmoins être justifiés. Donc voilà, donc une fois cette demande effectuée et acceptée, chaque mois, vous allez déclarer le nombre d'heures chômées pour chaque salarié. C'est via cette déclaration que vous recevrez une quinzaine de jours plus tard. Alors ça, au niveau du délai, on n'est pas très sûr parce que je pense qu'il va y avoir un nombre de demandes important. Mais c'est sous ce délai-là qu'il est prévu que vous soyez remboursé sur ce que vous avez versé. Donc, ce qui sous-entend que vous avancez d'un point de vue trésorerie des allocations de chômage partiel, donc, qui, je le rappelle, sont de 70% du brut, 84% du net. Ces allocations ne sont pas soumises à cotisation sociale, hormis CSG, CRDS. Et là, dans le projet de décret que nous attendons cette semaine, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de verser des indemnités supérieures pouvant atteindre 100% du net de vos salariés sans avoir de cotisation sociale sur ce supplément. Et ça fait partie des précisions qu'on attend dans ce décret.
je sais que voilà, j'ai plusieurs entreprises qui sont concernées puisqu'elles m'ont fait part de ce choix-là. Comme le gouvernement n'avait pas forcément été très clair dans sa communication, il y a beaucoup de salariés qui ont pensé qu'ils seraient indemnisés totalement de ce chômage partiel. Sauf que dans les textes, ce n'est pas le cas. C'est vraiment que selon votre bon vouloir, à part certaines conventions collectives, effectivement, qui peuvent prévoir une indemnisation supérieure, qui n'est pas non plus à 100%, mais on a le cas, par exemple, des bureaux d'études, la Syntec, voilà, qui prévoit plusieurs paliers avec des remboursements entre 75 et 95% du salaire brut. Voilà pour ces précisions-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Sachez qu'on regarde attentivement après les webinaires toutes les questions pour lesquelles nous n'avons pas pu répondre, de façon à préparer nos webinaires suivants. Sachant, comme vous l'avez expliqué, Nathalie, au tout début, on est vraiment en veille. On attend d'avoir des informations un peu plus claires, notamment par rapport au projet de loi qui a été voté en Assemblée ce week-end et au décret visant à simplifier le processus d'activité partielle. Et bien entendu, un webinaire sera immédiatement mis en place dès qu'on aura ces petites précisions-là pour pouvoir vous en informer en temps réel. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc Merci. voilà, merci de votre attention. Merci, effectivement, merci Aude de l'avoir précisé. On va compléter nos pages d'information que j'ai partagées pendant le courant de la discussion sur le chat, mais tout le monde ne les a peut-être pas vues, donc je vais les repartager là. On les mettra à jour après coup. On vous informera, comme je l'ai dit au début, de la date de la prochaine conf. Je tiens également à préciser, alors c'est là où vous serez informés également, c'est une décision toute fraîche, mais on va sans doute tenir une autre conférence depuis notre filiale à Marissimo par rapport à tout ce qui est toutes les problématiques, enfin une conférence spécifique sur toutes les problématiques liées au loyer, au paiement des loyers, avec Aurélie chez nous qui est spécialiste chez nous sur ces sujets immobiliers. Donc c'est quelque chose qui devrait se tenir mercredi. Donc pour ceux qui sont concernés, vous y trouverez peut-être d'autres éléments de réponse. Donc ça c'est à venir. Voilà. Sinon, merci à vous également, bien entendu. Prenez soin de vous, restez chez vous. N'hésitez pas à regarder le replay autant de fois que vous le voulez. Vous recevrez le mail dans quelques instants. Et puis, voilà, bon courage pour la période. Merci Aude, merci Nathalie. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.